J'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. On est très heureux de vous présenter un webinaire conjoint à ASTARS et l'équipe des méthodes de soins informatisées, MSI, qui traite de la vaccination. Donc, plus précisément, on va vous présenter une méthode de vaccination qui permet de réduire les inconforts et les blessures chez les vaccinateurs et par le fait même, les lésions possibles chez la personne vaccinée. Donc, il s'agit de la méthode préventive d'ESIRVA. Alors, tout d'abord, je vais me présenter, Lisa Labrec. Je suis conseillère à l'ASTARS depuis novembre dernier. Je suis infirmière de formation depuis maintenant 18 ans. J'ai travaillé dans le réseau de la santé comme infirmière soignante, plus particulièrement dans les équipes de santé et sécurité du travail, volet prévention. Et je me suis occupée aussi du dossier de la vaccination. J'ai organisé plusieurs campagnes de vaccination de masse auprès des travailleurs de la santé. Et je vais laisser ma collègue Stéphanie se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. On est très content de pouvoir vous offrir ce webinaire-là. En fait, je m'appelle Stéphanie Legge, je suis conseillère en soins et rédactrice aux méthodes de soins informatisées depuis maintenant 4 ans. Et antérieurement, moi aussi, je suis infirmière, donc j'ai travaillé dans le réseau de la santé, principalement en soins critiques, mais aussi comme conseillère en soins auprès de la DSI. Donc, afin de faciliter aussi les échanges au courant de la présentation et surtout pour adapter notre contenu, on aimerait aussi savoir quels sont votre rôle dans la vaccination actuellement. Donc, est-ce que vous êtes gestionnaire, préventionniste, vaccinateur ou injecteur, là, parce que pour l'instant, ça n'a pas d'incidence sur la présentation, ou tout autre rôle connexe. Donc, on va ouvrir le sondage. Simplement à cocher. Voilà, donc il suffit simplement de cocher les réponses qui correspondent à votre statut, à votre fonction, effectivement. Donc, on a encore 30% de participants qui n'ont pas coché. Quelques secondes. Alors, je vais faire tout savoir les résultats. Voilà. Donc, on a une majorité de vaccinateurs et d'injecteurs, puis autres, et quelques préventionnistes et quelques gestionnaires avec nous. Excellent, ça va nous permettre d'adapter un peu le discours aussi. Et en même temps, la présentation s'adresse précisément aux injecteurs vaccinateurs, puisqu'on parle vraiment de votre positionnement puis votre rôle précisément. Donc, Lisa, je te laisse la parole. Oui. Alors, pour ce qui est du plan de la présentation, on va vous présenter brièvement à chacune de nos organisations, ASTARS et MSI. On va vous faire une mise en contexte. On va vous expliquer le processus qui nous a menés à travailler de façon conjointe. On va vous présenter la méthode préventive d'ESIRVA. Vers la fin de la présentation, étape par étape, on va vous présenter une démonstration de la méthode et il va y avoir une période de questions. Donc, gardez vos questions très précieusement là, pour la fin. On va se garder du temps là, pour y répondre. Alors, l'ASTARS, donc, c'est l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales. Alors, nous sommes un organisme sans but lucratif qui a été créé en 1979 là, en vertu de la loi sur la santé et sécurité du travail. Notre mandat, c'est de promouvoir la prévention en santé et sécurité du travail afin d'éliminer les dangers. Notre rôle, c'est d'accompagner la clientèle dans un cadre paritaire en offrant des services conseils, de la formation. On fait aussi de la recherche et du développement afin de créer des milieux de travail qui sont sains et sécuritaires pour tous. Donc, principalement, la majorité des gens qui sont infirmières ou injecteurs connaissent peut-être les méthodes de soins, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, les méthodes de soins informatisées, c'est
un bref historique, en fait, qu'on veut vous faire, c'est que initialement, on était des versions imprimées qui étaient envoyées dans les établissements de santé et il y avait à ce moment-là une manipulation physique du papier dans des cartables qui pouvaient finir par prendre la poussière, donc la mise à jour était plutôt aléatoire. Donc, en 2006, les méthodes de soins ont été informatisées. Lors de la réforme en 2015, en fait, la Caisse a cédé ses droits, a été dissoute et donc a cédé ses droits. Et le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke a été mandaté pour gérer la plateforme. En 2016, la plateforme il y a eu une refonte complète. C'est la plateforme que vous connaissez actuellement, puis on est actuellement en processus aussi de nouveau formatage pour une nouvelle plateforme web probablement d'ici 2023. Donc, ceux qui sont moins au courant, en fait, la plateforme des MSI, c'est la référence au Québec pour tout ce qui est méthodes de soins, principalement les méthodes de soins qui s'adressent au personnel infirmier. Qu'est-ce que c'est aussi? La plateforme, en fait, ça contient plus de 500 méthodes professionnelles et plus de 120 méthodes non professionnelles, donc autant anglophones que francophones. C'est des méthodes qui sont bilingues, donc qui peuvent être utilisées autant pour donner de l'information à un usager qui est anglophone pour lesquels on a moins d'informations dans notre langage maternel, mais c'est aussi basé sur des données probantes et les données scientifiques récentes. Et dans l'éventualité où certains établissements, par exemple, qui veulent intégrer leurs ordonnances collectives ou, par exemple, des particularités pour certains produits qu'ils utilisent, les méthodes sont personnalisables. Comme vous le savez, nous sommes présentement dans une grande opération de vaccination de masse qui va probablement s'échelonner sur plusieurs mois et voire même plus. Donc, depuis février dernier, nous avons une multitude de professionnels dévoués qui travaillent jour après jour à accomplir cette tâche. Ceci dit, comme vous voyez sur la photo, on observe qu'avec la méthode traditionnelle d'injection, que le vaccinateur-injecteur peut se retrouver dans des postures contraignantes. Donc, avec le bras en adduction là, pour aller prendre ses points de repère, tendre la peau et procéder à l'injection. Donc, on peut se retrouver à bout de bras, le dos non en appui sur le fauteuil et j'en passe. Selon la littérature, lorsqu'on est en présence de plusieurs facteurs de risque, de par la répétition de la tâche, la cadence, la force qu'on doit exercer pour effectuer la tâche, par la posture ou les mouvements contraignants, si on a un temps de repos qui est insuffisant, on pourrait se retrouver dans des situations à risque d'inconfort ou de blessure pour le vaccinateur, donc un risque de développer des troubles musculo-squelettiques, donc les TMS. Ça peut être au niveau des épaules, des poignets, du dos. Alors, c'est ce que l'on souhaite prévenir par la méthode préventive d'Esservant. Désolée, il y a eu un petit problème de mon côté. Donc, la mise en contexte pour ce qui est de la personne vaccinée, c'est que malgré le fait que ce soit une méthode assez courante de donner un médicament en intramusculaire, toute technique invasive comporte toujours des risques. Donc, l'intramusculaire n'y échappe pas. Puis, cette technique-là, lorsqu'elle est mal positionnée, en fait, elle peut avoir des conséquences importantes au niveau des tendons de la bourse et ligaments et aussi des nerfs de l'épaule et du bras. Donc, lorsque c'est fait au mauvais endroit, il peut avoir des conséquences assez graves chez l'usager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire SIRVA? On en parle depuis tout à l'heure, donc on va vous nommer clairement qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est Shoulder Injury Related to Vaccine Administration. En fait, pour une traduction libre, on parle plutôt de lésion en français au niveau de l'épaule lorsqu'il y a administration d'un vaccin, principalement au niveau du deltoïde. Donc, une courte définition, c'est que ça entraîne des séquelles qui sont, malgré qu'elles soient rares, elles sont quand même incapacitantes chez l'usager. Donc, c'est une réponse immunitaire au niveau d'un endroit où il n'y aurait pas dû avoir administration d'un vaccin. Donc, à ce moment-là, on parle d'un processus inflammatoire qui va entraîner des lésions musculo-squelettiques dans les structures, comme la tendinite, la bursite, une déchirure de la coiffe des rotateurs ou encore une capsulite. Ces facteurs de risque-là, les facteurs de risque qui peuvent être associés à ce type de lésion-là, en fait, c'est principalement chez la femme. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas en avoir, c'est que principalement, c'est lié à la faible masse musculaire de l'épaule chez la femme. Donc, l'identification et la zone d'injection sécuritaire est plus petite.
Donc, à ce moment-là, on va avoir plus de risques chez la femme. Les principales causes sont liées à la technique, donc la prise de repère qui va être inadéquate, et aussi un bras non dénudé. Donc, souvent, on va voir des usagers qui vont baisser leur chandail ou qui vont lever leur manche. Ça peut rendre la zone d'injection sécuritaire un peu plus floue. Donc, à ce moment-là, on va demander de complètement dénuder le bras pour avoir une meilleure identification de l'épaule. Les signes et symptômes principalement des CIRVA, on va aller au plus rapide et au plus simple. Dans le fond, c'est une douleur vive à l'épaule, une faiblesse et une diminution importante de l'amplitude du mouvement, dans le fond, d'abduction. Ensuite, l'apparition peut être soit complètement immédiatement durant l'injection, donc on injecte et on fait la douleur se crée, mais ça peut aussi survenir dans les 48 heures suivant l'injection. Et aussi, ça peut perdurer jusqu'à 2 à 3 ans suite à l'injection. Puis, ce genre de douleur-là est rarement soulagé par la prise de médicaments en ventride. Donc, ça nécessite vraiment une consultation et un suivi important avec un médecin pour pouvoir soulager la douleur, mais aussi s'assurer qu'il n'y a pas de calcification puis de conséquences à long terme qui vont durer plus longtemps, donc vraiment invalidantes. Donc, qu'est-ce qui nous a mené à faire cette démarche-là? C'est qu'en fait, initialement, nous aussi, aux méthodes de soins, on devait avoir une mise à jour de la méthode de soins intramusculaire. On savait qu'en période de vaccination massive, ça pouvait être pertinent. Donc, la collaboration est née entre la SARS et les MSI, sachant que la recension des écrits allait être bénéfique autant pour nous que pour eux. Donc, ensemble, on s'est associés et on s'est dit qu'on pouvait regarder l'angle de vaccination autant du vaccinateur que du vacciné. Donc, initialement, on a débuté par une recension des écrits, comme toute bonne mise à jour débute. Donc, on a été voir les sources de vaccination, les sources reconnues dans la vaccination, comme le CDC, le PIC, et aussi les écrits scientifiques internationaux, principalement en Australie, en Europe, pour avoir une meilleure étendue de nos connaissances. Ensuite, avec la SARS, l'équipe de la SARS, l'ELISA particulièrement, on procédait à des tests et des simulations. En fond, pour voir quelle méthode pouvait être plus adéquate, autant pour les vaccinateurs que les vaccinés. Et à ce moment-là, la méthode préventive des CIRVA est aussi devenue une méthode préventive pour les TMS en se rendant compte que ça avait un bénéfice aussi pour les vaccinateurs. Ensuite, il y a une analyse conjointe entre les risques et les bénéfices associés à l'administration d'un intramusculaire, chacun de notre côté. Puis on est arrivé à un consensus pour favoriser, dans le fond, cette méthode préventive-là. Les recommandations ont été retenues dans un contexte de vaccination massive aussi. Le geste étant répétitif, comme les a expliqué, ça peut entraîner des lésions à court, moyen et long terme, mais aussi dans un contexte où cette période de vaccination massive-là risque de revenir dans des périodes comme par exemple la vaccination contre la grippe, qui va revenir annuellement, donc qui pourrait être bénéfique à long terme aussi. Donc voilà pourquoi on est rendu à la publication et la diffusion de cette méthode-là. Donc les deux constats principaux, le positionnement de la personne vaccinée et le positionnement du vaccinateur. Comme je vous disais, cette façon de faire-là permet deux bénéfices, donc pour les deux contextes des personnes impliquées. Super, merci Stéphanie. Donc, ce qu'on vise toujours, c'est de réduire les risques de développer des troubles musculo-squelettiques pour le vaccinateur. Donc, alors, les avantages avec cette méthode, c'est qu'on procède à l'injection dans des postures beaucoup plus neutres pour les membres supérieurs, là. Donc, pour ce qui est des épaules, bras, poignets et mains, comme vous pouvez voir là, sur la photo ici. Ensuite, donc, d'autres avantages pour le vaccinateur. Le coude est beaucoup plus près du corps. Donc, au lieu d'être en abduction pour aller prendre les points de repère, là, tendre la peau et procéder à l'injection, le poignet est moins fléchi. Aussi, compte tenu du positionnement du bras de la personne vaccinée, donc celui-ci se retrouve beaucoup plus près du vaccinateur. Donc, ça va permettre au vaccinateur d'avoir davantage la possibilité d'appuyer vraiment son dos sur le fauteuil pour procéder à l'injection. Toujours dans les avantages pour le vaccinateur, un élément considéré, c'est que vous pouvez tendre la peau jusqu'à l'insertion de l'aiguille. Donc, et relâcher la tension des doigts. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire une tension avec les doigts tout le long de l'injection. Et vous pouvez le faire en ayant les doigts plus détendus et non en hyperextension, là, comme vous voyez sur les photos.
Ça semble banal comme geste, mais compte tenu que cette tâche-là, on va la faire de façon répétée, il faut vraiment travailler sur l'ensemble des éléments qui constituent des facteurs de risque de TMS si on veut les réduire là, ou les éliminer. Toujours dans les avantages pour le vaccinateur, finalement, ce qu'on vise, c'est vraiment de conserver le plus possible un alignement de l'avant-bras et de l'index afin d'avoir le poignet en position neutre et non en déviation. D'autres éléments aussi à considérer, donc qui font une différence, c'est de se placer face au site d'injection et d'orienter ses pieds et ses mains dans la même direction. Idéalement, ce n'est pas souhaitable de travailler de façon répétée, en torsion au niveau du dos. Ça peut être contraignant à la longue pour le vaccinateur. D'autres éléments utiles aussi, c'est de placer la chaise de la personne vaccinée en angle, donc près du vaccinateur. Souvent, la chaise va être adossée au mur, là, comme vous voyez dans la photo de gauche. Donc, le vaccinateur va se retrouver souvent en flexion, penché vers l'avant pour vacciner. Ce qu'on veut, c'est tendre le plus possible vers des postures neutres, donc le dos droit, en appui, les coudes près du corps, pour vraiment agir en prévention et se protéger là, à long terme. Aussi, un autre élément important, c'est d'avoir le matériel nécessaire à portée de la main. Donc, ça va faire une belle différence. C'est ce que l'on retrouve dans l'image ici, dans la zone primaire, donc à l'intérieur d'un 36 cm, 14 pouces. Si on ne veut pas se retrouver toujours en flexion là, pour atteindre notre matériel. Aussi, toujours pour le vaccinateur, donc on veut favoriser varier les postures. Donc, ça, c'est bénéfique. Vacciner en position assise, vacciner en position debout. Assurez-vous, selon votre posture, là, que vous allez avoir toujours le matériel à portée de la main. Et varier aussi les méthodes. Donc, vous pouvez utiliser la méthode préventive des servants comme méthode alternative là, à la méthode traditionnelle. Voilà. Donc, comme Lisa l'expliquait, varier les positions sont importantes. Donc, la technique que vous connaissez avant n'est pas mauvaise, c'est pas une mauvaise façon de procéder, c'est vraiment la variation qui fait en sorte qu'on va prévenir autant la blessure chez le vaccinateur, l'injecteur, que chez la personne qui se fait vacciner. Donc, l'image, l'illustration que vous regardez actuellement, ça peut avoir l'air spécial pour quelqu'un de dire on va faire placer la main sur la hanche pour l'usager, mais si vous prenez quelques secondes pour vraiment utiliser vos doigts pour vraiment identifier l'acromion, vous allez voir que l'acromion est beaucoup plus facilement repérable, donc on sent mieux la dépression que ça crée dans l'épaule. Donc, première chose de facilitateur, c'est une meilleure visualisation de la base du triangle de la zone d'injection sécuritaire, mais aussi ça permet de mieux relâcher le deltoïde. Donc, ça permet en même temps d'avoir une réduction de la douleur lors de l'insertion de l'aiguille. Donc, ça a deux avantages assez importants. C'est sûr que c'est important pour bien voir la dépression de faire retirer la manche. Donc, les usagers qui gardent leur manche par en haut et qui tiennent bien leur manche en haut, ça fait en sorte que ça descend un peu trop bas la zone d'injection sécuritaire, puis à ce moment-là, il peut y avoir d'autres types de lésions. On va y revenir un petit peu plus loin là, pour l'identification, l'illustration tout de suite après. Donc, comme vous le voyez, il y a des tendons et des nerfs qui passent derrière le muscle, le nerf radial et l'artère brachiale. Donc, si la zone d'injection est trop basse, à ce moment-là, on va atteindre ces nerfs-là, puis ça peut créer aussi des lésions. Le choix de l'aiguille aussi est important. On le sait qu'en contexte de vaccination massive, on parle, les vaccins sont préparés d'avance, donc ça ne permet pas nécessairement de modifier la taille de l'aiguille. Mais c'est quelque chose à prendre en considération parce que si on injecte, par exemple, avec une aiguille trop courte, à ce moment-là, on va être vraiment dans le tissu adipeux de l'usager. À ce moment-là, on va perdre une efficacité du vaccin. Donc, en plus de mettre un vaccin à un endroit qui ne devait pas aller, on va perdre son efficacité. Donc, c'est important d'ajuster notre longueur d'aiguille par rapport à la morphologie de l'usager. Et encore là, s'il y a une aiguille trop longue, on parle d'atteinte de l'os et du nerf et des risques de blessures au niveau de l'artère. Antérieurement, pour identifier la base de la zone d'injection, on parlait de mettre
3 à 4 doigts sous l'acromion. Cette zone-là a été redéfinie, en fait, parce que ça amenait la zone d'injection sécuritaire trop basse. Donc, comme tout à l'heure, on expliquait injecter dans le nerf ou dans l'artère. Et en même temps, ça pouvait créer d'autres types de lésions plutôt que dans l'épaule, on allait trop bas. Donc, maintenant, on parle de placer l'annulaire sur l'acromion, puis ensuite de placer 2 doigts. Là, dans la démonstration, on fait une démonstration claire de ce que ça peut ressembler sur quelqu'un. Donc, à ce moment-là, on va identifier la première ligne qui est le haut de la base du triangle. Ensuite, on va identifier la ligne axillaire qui est la ligne numéro 2. Et ensuite, on va identifier le centre de ce triangle-là qui va être la zone sécuritaire. On peut aller un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut, un peu en bas, mais ça définit vraiment cette zone-là qui peut être idéale pour l'injection. C'est important aussi de dire que les ondes latérales, donc qui est plus vers le dos de l'usager ou vers le devant, ça peut aussi causer des neuropathies, puisque le nerf est plus dans ces zones-là. Donc, il faut faire vraiment attention de vraiment rester centré dans cette zone. Généralement aussi, on va tendre la peau plutôt que de la pincer. Donc, ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'on prend le deltoïde de l'usager et on pince le deltoïde pour avoir l'impression de ne pas aller atteindre l'os. En fait, si on choisit la bonne aiguille, on n'ira pas atteindre l'os. Donc, c'est le choix de l'aiguille qui est important. Donc, on va aller tendre la peau et en tendant la peau, on diminue aussi le risque de douleur. Pour l'avoir vécu et pour l'avoir testé, les gens disent qu'ils ont vraiment une moins grande sensation lors de l'insertion de l'aiguille. Donc, on va pincer seulement en présence d'une faible masse musculaire, comme par exemple chez un enfant ou chez quelqu'un qui est un peu plus cachexie. Et ensuite, on va insérer comme avant, à 90 degrés, jusqu'à l'embase. Donc, on va vraiment aller toucher la zone colorée. Là, absolument, c'est une 23, donc la 23 bleue. On va aller vraiment toucher avec l'embase sur le bout de la peau. Ça va assurer l'injection vraiment, comme on le voit à l'illustration, dans le muscle et non pas dans le tissu cutané. Donc, ça va faciliter de rejoindre, par exemple, le muscle pour éviter la perte d'efficacité. Puis, on va ensuite injecter à une vitesse d'environ 0,1 ml/s, mais on va y revenir un peu plus loin. Donc, on aura une démonstration vidéo sous peu. On a eu les premiers aujourd'hui. Donc, la narration va être faite sous peu, donc elle va pouvoir être disponible bientôt. En attendant, on a des captures d'écran et des photos, donc on va présenter cette démonstration. Oui, donc ça sent bien la vidéo. Je pense que ça va être très utile pour tout le monde. Alors, dans les préalables, donc, c'est important, avant de procéder à l'injection, de toujours s'assurer d'avoir votre matériel utile près de vous, donc près de soi. Ensuite, de positionner la chaise de la personne vaccinée en angle au bout de la table. Il faut prévoir de l'espace pour le positionnement du bras là, de la personne à vacciner. Ça permet de rapprocher la personne vaccinée de soi comme vaccinateur. Prendre quelques secondes aussi pour ajuster la hauteur et le dossier de votre chaise, donc afin de conserver toujours des postures neutres lorsque vous vaccinez. Et aussi de vous placer face au site d'injection, donc les pieds, les mains orientés dans la même direction. Donc, comme je vous disais, on va demander à l'usager de mettre sa main sur sa hanche. Donc, pour vraiment faciliter l'identification du deltoïde. Et en même temps, ça peut paraître spécial, mais en s'approchant, on a moins tendance à aller vers l'usager, donc on protège aussi notre dos. Donc, on va demander à l'usager de vraiment se positionner, dos bien au fond de la chaise. Puis, aussi, un truc qu'on peut peut-être utiliser, c'est de mettre ses pieds peut-être entre les pattes pour éviter que la chaise glisse, se déplace, si jamais l'usager a des craintes par rapport à l'injection intramusculaire. Ensuite, on va identifier notre deltoïde. Donc, pour être certain de bien identifier notre zone, on va le faire avant la désinfection, puis on va le faire aussi avant de préparer notre matériel. Donc, à ce moment-là, on va prendre notre annulaire, on va le placer sur la dépression au niveau de l'acromion. Ensuite, on va positionner notre 2 doigts dessous et on va pouvoir identifier la base du triangle de la zone d'injection. Ensuite, on va identifier notre ligne axillaire, qu'on voit, je vais l'identifier avec le pointeur, qu'on voit
pardon, ici. Donc ici, on voit la ligne axillaire. Il y a un petit ombrage, mais ici, on voit le pli de la ligne axillaire. Donc, on va venir le tirer jusqu'à derrière. Donc, ça va être la base de notre triangle. Puis ensuite, notre triangle va se retrouver vraiment au centre ici. Notre zone d'injection va être vraiment où j'ai pointé. Donc, vous voyez sur l'usager qu'on a utilisé, notre collègue de travail, Christiane, qui a été notre cobaye. En fait, elle a... Oui, c'est ça. Elle n'a pas de masse musculaire développée comme, par exemple, un athlète d'haltérophilie. Donc, c'est sûr que la zone d'injection va être plus réduite. Il ne faut pas avoir peur de réduire notre zone d'injection pour être vraiment sécuritaire à ce moment-là. Ensuite, on va procéder à notre désinfection. Notre désinfection doit durer 30 secondes. Le mouvement que vous utilisez a peu d'importance. L'important, c'est la friction. Donc, que ce soit en cercle, que ce soit en Z, en quadrillé, en zigzag, la friction, c'est ce que vous devez retenir. Donc, évitez de flatter 1-2 fois, puis après ça, jeter son tampon d'alcool. Ce n'est pas l'alcool nécessairement qui fait seulement une action pour enlever les bactéries, les saletés, mais c'est vraiment la friction. Et ensuite, on va attendre notre temps de séchage de 30 secondes pour vraiment éviter que l'alcool pénètre lorsqu'on va insérer notre aiguille. Donc, ça va diminuer aussi la douleur lors de l'injection. Puis, pendant ce temps-là, en fait, ce qu'on vous suggère, c'est de rassurer l'usager qui est un peu réticent à l'injection, de faire vos 7 bons aussi, de prendre quelques secondes pour vérifier votre seringue, puis votre étiquette, et aussi de finir de préparer votre matériel, donc rapprocher peut-être votre gâchillon, votre gaz pour pouvoir faire terminer votre injection. Ensuite, on va retirer le capuchon et tendre la peau. Donc, quand on a fait notre identification en tant qu'infirmière d'expérience, on trouve toujours un repère physiologique sur la peau de l'usager, donc un grain de beauté ou quelque chose qui nous permet de dire cette zone-là, on sait qu'elle est sécuritaire, donc on va repérer cet endroit-là au moment juste avant la désinfection. Donc, quand on va retirer notre capuchon et qu'on va revenir sur notre usager, on peut reprendre nos identifications, mais ça va être plus rapide aussi de savoir vers jusqu'où on peut aller comme sécurité. Et ensuite, on va insérer l'aiguille. Donc, comme on disait, on insère l'aiguille à 90 degrés. Comme Lisa l'expliquait, on tend la peau seulement jusqu'à l'insertion. Après l'insertion, on n'est pas obligé de tenir la peau. Il peut y avoir certaines personnes qui vont être plus à l'aise de tenir le corps de la seringue. Donc, à ce moment-là, on va maintenir notre position, on tient le corps de la seringue, puis on peut injecter avec la main dominante. Et à ce moment-là, on est moins restreint au niveau de l'épaule. Et ensuite, on peut prendre notre gaz avec la main non dominante, la rapprocher pour pouvoir retirer notre seringue et l'acheter. Habituellement, un vaccin, c'est toujours environ en bas de 0,5 ml. Donc, à 0,1 ml seconde, on arrive quand même à moins de 5 secondes comme injection. Comme temps d'injection, pardon. Donc, on complète notre vaccination en mettant notre gaz au site d'injection. On jette la seringue dans le bac Bioris en un seul morceau pour éviter le double dépôt. Donc, en déposant notre seringue et en la reprenant, des fois, il y a des personnes qui peuvent l'échapper, ça glisse. Finalement, on est un peu fatigué, stressé, peu importe, puis on se pique avec l'aiguille en faisant un double dépôt. Donc, on y va directement. Ce qui fait que quand on rapproche notre matériel, tout de suite, on est capable de faciliter le dépôt. On est déjà à la fin de la présentation. Ça a été quand même assez rapide pour ce qui est du contenu, mais on se rappelle que les principes de base sont quand même bien connus pour les injecteurs vaccinateurs. Donc, à ce moment-là, ça vient juste compléter puis ajouter des nouveaux morceaux de casse-tête à votre plan de travail, finalement. Donc, ceux et celles qui ont des questions, on est prêts. Alors, pour les questions, il y en a déjà quelques-unes là qui ont été posées dans le clavardage. Oui. Et pour d'autres, j'inviterai à ce moment-là les participants à lever la petite main qui est en haut à gauche de manière à ce que je puisse leur ouvrir le micro s'ils le souhaitent, ou sinon continuer dans le clavardage. Parfait. Je vois que Martine elle voulait parler, Martine Lontin. Oui, le micro de Martine est ouvert. On m'entend? Oui. Oui. OK, d'accord. C'est juste parce que j'ai répondu à plusieurs personnes dans le chat. Il y a des
qui ont demandé si la vidéo était pour être disponible sur le site de l'ENA. C'est des discussions qui sont à avoir pour le moment, c'est pas le cas, mais ça va être sur le site de la SAS et la plateforme MSI, à même la méthode sur l'administration d'une injection rétrovasculaire. Et il y a quelqu'un qui a posé la question s'il y aurait une vidéo pour les bébés et les enfants. Pour le moment, celle qui a été faite, c'est pour les adultes. Et l'autre question qui a été posée aussi, c'est pincer la peau ou pincer le muscle. On veut pincer la peau pour relever les couches de la peau pour éviter qu'on ait touché aux structures qui sont sous le muscle, incluant-là. Merci pour les précisions, Martine. Effectivement, j'avais oublié la précision de la peau et non pas le muscle en tant que tel. Pardon. Oui. Parfait. Puis dans le fond, juste je vois les questions là, un peu dans le chat. Là, donc, c'est sûr que c'est une méthode, la méthode traditionnelle est toujours bonne et valide. Là, donc, c'est une méthode alternative qu'on propose avec la méthode préventive de CIRVA. Donc, c'est une méthode, dans le fond, alternative pour la vaccination adulte, là, plus précisément. Mais dépendamment de l'enfant, j'imagine aussi que ça pourrait être possible selon son niveau de compréhension et son âge pour qu'il puisse vraiment adopter la posture là, avec la main là, sur la hanche. C'est bien ça, Stéphanie? Je vois qu'il y avait beaucoup de questions là, par rapport à la vaccination enfant. Là. Effectivement, ça s'adresse spécifiquement, oui, aux adultes qui mais ça peut être adaptable aussi chez l'enfant, surtout principalement pincer la peau, tendre la peau et vraiment placer la main sur la hanche là, pour faciliter l'identification de la zone qui se passe. Et Martine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, si vous allez sur le site des MSI, à l'intérieur, vous avez des postures qui sont illustrées pour les enfants de différents âges. À l'intérieur, on en discute. Et aussi sur le site du PIC, vous avez les différentes promotions qui sont effectuées. Effectivement. On va revenir comment retrouver la méthode de soins là, pour ceux qui sont moins habitués avec les MSI. Là. Après la période de questions, on va vous montrer comment retrouver l'information. Oui, je vois aussi qu'il y avait une question en lien avec les gants. Dans le fond, pour la vaccination, les gants ne sont pas nécessaires en tant que tels, sauf si on est en contact avec les liquides biologiques. À ce moment-là, ils sont recommandés. Donc, je vois que j'ai une ancienne collègue, Manon Lapierre, qui a répondu aussi. En fait, il ne faut pas oublier que par contre, les gants offrent une certaine protection, même parce qu'il peut y avoir un risque de blessure avec les piqûres accidentelles. Oui. Il y avait des questions aussi pour les illustrations. Celles qui sont de la démonstration, c'est exactement les prises de vue qui vont avoir lieu dans la vidéo. Donc, on a pris autant des photos que des vidéos. Pour ce qui est des illustrations dessinées avec des avatars, tout ça, c'est les illustrations qui sont sur la plateforme MSI. Donc, si jamais vous avez besoin de les utiliser, vous avez qu'à remplir un formulaire, tout dépendant de l'utilisation que vous voulez en faire. À ce moment-là, on pourra discuter de l'implication que ça nécessite pour la réutilisation des illustrations avec des droits d'auteur. C'est ça, puis c'est la raison pour laquelle, pour les illustrations de la phase, j'avais précisé aussi qu'il fallait contacter Lisa, oui, de manière à ce qu'on puisse avec vous étudier la manière dont on peut ou non vous autoriser à utiliser ces visuels. Il y a quelques personnes aussi qui souhaiteraient avoir une copie de la présentation. Évidemment, je vais vous l'envoyer en PDF à la fin de la présentation, quelque part cet après-midi. Donc, vous aurez la copie PDF de la présentation. Ça vous permettra d'attendre que la vidéo soit disponible pour pouvoir la projeter ou l'utiliser à votre guise. La présentation en PDF aussi sera disponible autant en anglais qu'en français sur la plateforme MSC aussi. Dans un but de cohérence aussi, les gens qui n'auront pas pu avoir accès à la présentation ou qui sont principalement plus à l'aise en anglais, à ce moment-là, on va offrir le contenu de la présentation aussi en anglais là, pour le milieu anglophone, si jamais vous avez des gens qui sont plus à l'aise en anglais. J'aimerais ajouter qu'il y a eu une autre question par rapport au fait qu'on a vu la méthode pour quelqu'un qui était droitier. Pour gaucher, c'est exactement la même chose. C'est juste de se placer de l'autre côté
et de faire placer l'usager de l'autre côté de la table. Mais toujours avec la main sur la hanche. Et puis, l'important, c'est la posture de l'usager et la posture du vaccinateur. Et il y a quelqu'un qui demandait pourquoi tendre de haut en bas, parce que ça permet une position plus neutre, comme nous a expliqué tantôt au niveau du poignet des doigts. C'est ça, on veut suivre. Ça, au lieu de... On allait faire la même démonstration, oui, on est connecté. Donc, au lieu de tendre la peau comme ça, on a l'épaule très haute, le coude très haut et la main aussi qui n'est pas dans un angle de position neutre. Donc, en ramenant ça comme ça, les deux, le bénéfice est là autant pour le vaccinateur que pour le vacciné. Donc, de tendre la peau dans l'autre sens aussi peut être bénéfique. Ça permet vraiment de conserver l'alignement donc du poignet, de l'avant-bras et de l'index. Donc, sinon, on va se retrouver en déviation. Là. Donc, si on allait plus par le dessous, je dirais, là, donc ça aussi, ça serait à éviter parce que là, on aurait le poignet vraiment en déviation, donc on ne serait pas vraiment dans des postures neutres. Fait qu'en ayant vraiment l'alignement, donc de l'avant-bras et des doigts, bien, ça permet d'éviter des contraintes là, pour le vaccinateur. Puis, l'objectif, c'est toujours qu'on veut mettre tout en place pour pour prévenir les blessures à long terme. Ce n'est pas une fois là, donc, qui va faire en sorte qu'on va développer un TMS, un trouble musculo-squelettique, mais c'est la répétition à long terme. Donc, si on met tous les facteurs de risque ensemble, qui vont faire en sorte que les gens pourraient développer à la longue des inconforts et des blessures pour le vaccinateur. Est-ce que ça répond? J'imagine qu'il y a d'autres questions. J'ai regardé dans le chat pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour. Martine aussi, elle a fait le tour en répondant au fur et à mesure dans le clavardage. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. On va vous laisser nos coordonnées. En fait, Lisa, est-ce que tu veux parler juste des dernières diapos de ton côté? Fait que vous allez voir sur notre page web, on a fait différentes affiches et capsules aussi vidéo, donc qui traitent toujours de la prévention des TMS pour le vaccinateur. Là, donc, comme quand vous vaccinez en position assise, debout, des petits trucs et astuces là, pour toujours agir en prévention là, pour vous protéger comme vaccinateur. Donc, vous allez voir, il y a différents outils qui sont disponibles là, sur notre page web. Du côté des MSI, même principe. En fait, vous pouvez consulter la méthode. Donc, tout ce qu'on vient de vous dire est décrit. C'est sûr que la méthode, on parle de méthode d'injection intramusculaire. On ne vise pas spécifiquement la vaccination. Donc, ça englobe vraiment la technique d'injection intramusculaire. Pour faciliter la période actuelle, on a créé dans la section outils, là, donc le petit cercle vert que vous voyez, c'est la section outils. En bas complètement, vous avez l'aide-mémoire sur une page de la présentation d'aujourd'hui, de la méthode de soins en résumé. Donc, tout ce qui est préparation physique et la technique d'injection. Et il y a aussi tous les outils que la FAS a présentés aussi, sont disponibles directement sur la plateforme. Donc, comme vous voyez, on va avoir un peu les mêmes façons de faire et de centraliser les informations aussi. La présentation va aussi être inclue dans la méthode de soins ou à un endroit particulier qui va vous être désigné sur la page d'accueil des méthodes de soins. Vous avez nos coordonnées ici, mon courriel de Lisa Labrec à la STAS. Ensuite, on a cliqué les deux. Bien, ici, dans le fond, c'est différents liens. Là, vous avez, dans le fond, les accès à notre revue Objectif Prévention, le bulletin électronique, si vous voulez aussi recevoir de l'information sur la santé et la sécurité du travail, sur différents volets. Donc, vous pouvez vous abonner. Et pour ce qui est des méthodes de soins, pour les établissements de santé, tous les établissements de santé publics sont abonnés aux méthodes de soins. En fait, c'est le ministère qui paye la licence. Vous pouvez accéder, vous pouvez nous communiquer vos questions par la foire aux questions, donc l'onglet à droite sur la page d'accueil qui est marqué foire aux questions. Sinon, pour ceux qui ne sont pas abonnés ou qui sont au privé ou dans un autre type de réseau, à ce moment-là, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse courriel msi.ces@gouv.qc.ca. Et à ce moment-là, on pourra communiquer avec vous, soit répondre à vos questions ou vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin.
pour ce qui est du CESS, en fait, j'expliquais que c'est le CESS qui avait récupéré le mandat d'offrir la plateforme DMSI. En fait, l'organisation offre aussi d'autres services et produits. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous communiquez avec nous, il n'y a pas de problème. Alors voilà, c'est tout. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous, comme on vous expliquait. Et sinon, ben, passez une bonne journée. Oui, merci beaucoup à chacun de vous. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous là, pour toute question, information ou autre.